Bonjour madame, monsieur, il est 13 heures. Vous êtes sur Al24 News à la une de l'actualité de ce dimanche. Élections locales en Algérie, ils étaient plus de 8 millions d'électeurs à avoir voté ce samedi. En Tunisie, l'UGTT, le principal syndicat du pays, rejette tout soutien inconditionnel aux mesures d'exception du président tunisien Kais Saïed. En France, un groupe de jeunes Français ont créé une nouvelle plateforme qui met à nu les contre-vérités avancées médiatisées par le polémiste et potentiel candidat au présidentiel, Éric Zemmour. Économie, nous allons nous intéresser à la loi sur l'investissement en Algérie. Sa promulgation est toujours attendue par les investisseurs locaux et étrangers. Et avant d'entamer l'actualité internationale, un point sur les élections locales en Algérie. Un taux de participation en hausse comparativement aux élections législatives durant le mois de juin dernier. Ils étaient plus de 8 millions d'électeurs, ce qui représente environ 35% des Algériens qui ont voté ce samedi pour désigner leurs représentants communaux et de wilaya. Je vous propose d'écouter le président de l'autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Charfi. Le taux national de participation enregistré à la fermeture des bureaux de vote est de 35,97%. Ce chiffre concerne les assemblées populaires communales. S'agissant des assemblées wilayales, le taux de votants est estimé à 34,39%. Actualité internationale en Tunisie, l'UGTT, le principal syndicat du pays, rejette tout soutien inconditionnel aux mesures d'exception du président tunisien Kais Saïed, déclaration faite par le secrétaire général de l'Union générale tunisienne du travail, Nordine Taboubi. Plus de détails avec Mohamed Amina Berkan. La centrale syndicale rejette désormais tout soutien inconditionnel aux mesures d'exception du 25 juillet décidées par le président tunisien Kais Saïed. Par voie de son président, l'Union générale des travailleurs tunisiens, l'UGTT, avait exhorté le président à mettre fin à l'état d'exception dans le pays et à définir des orientations de manière à créer les conditions nécessaires de la stabilité pour poursuivre la construction de la démocratie. Nous avons de tout temps été maîtres de nos décisions et nos destins politiques et économiques. Notre pays endure malheureusement une crise. Ce pays, qui dispose de tous les moyens pour réussir, n'a trouvé personne pour le sauver. Et il a aujourd'hui besoin plus que jamais d'un élan national réformiste pour sortir de cette crise. Nous nous sommes dit qu'il fallait une nouvelle option pour construire l'avenir de la Tunisie en tirant les conséquences de toutes les erreurs du passé. Malheureusement, nous n'avons constaté aucun motif positif jusque-là, malgré le temps considérable écoulé depuis l'annonce des mesures du 25 juillet qui puissent amener le GTT à donner un chèque en blanc. La Tunisie est en proie depuis le 25 juillet dernier à une crise politique aiguë. À cette date, Kais Saïed avait pris une série de mesures d'exception portant notamment suspension des travaux du Parlement et levée de l'immunité dont bénéficiaient les députés. Il avait également suspendu l'instance de contrôle de la constitutionnalité des lois et décidé de légiférer par voie de décret. De même qu'il a limogé de son poste le chef du gouvernement Hichem Chichi, prenant ainsi la tête de l'exécutif, assisté d'un gouvernement dont il a nommé la chef en la personne de l'universitaire Nejla Boudan. Et retour aux élections locales en Algérie, direction le centre des conférences internationales à Alger où se trouvait hier notre journaliste Leila Guertal pour nous donner ce compte rendu.
Le président de l'ANI a annoncé les derniers taux de participation. Il s'agit de ceux remontant à la fermeture des bureaux de vote, c'est-à-dire entre 19h et 20h. Sur le plan national, le taux est de 35,97% pour les APC et de 34,39% pour les API. Alors, les taux les plus élevés ont été enregistrés à Ingezem avec 71,20% pour les APC et de 72,87% pour les API. À Ilésie également, on a enregistré un taux avec 57,43% pour les APC et 54,65% pour les API. Les taux les plus bas ont été enregistrés à Alger, la commune d'Alger, avec 18,25% pour les APC et 16,29% pour les API. Il y a également à Béjaïa un taux de 18,36% pour les APC et de 14,77% pour les API. Il y a également un taux, celui de Tizi Ouzou, qui enregistre un taux de 20% pour les APC et de 15,17% pour les API. Autre fait remarqué, Mohamed Chorfi a annoncé que dans la ville de Tizi Ouzou, 13 communes ont enregistré plus de 30% de votants. Quant à la proclamation des résultats provisoires, il faut toujours le signaler, le président de l'ANI, Mohamed Chorfi, a annoncé qu'ils seront communiqués dans les jours prochains. Une conférence de presse se tiendra au courant de cette semaine. Et des élections locales sous les yeux de la presse étrangère présente justement au Centre international des conférences à Alger. 60 demandes d'accréditation de représentants de médias étrangers en Algérie ont reçu un avis favorable pour assurer la couverture de ces élections locales. Kherdin Batash. L'ultime rendez-vous électoral de l'année en Algérie, scruté par les yeux et les oreilles du monde entier, à travers une couverture médiatique étrangère remarquée. Pas moins de 60 accréditations ont été accordées par l'autorité nationale indépendante des élections à des médias internationaux, afin de projeter l'image d'une Algérie qui choisit démocratiquement les hommes et les femmes qui seront désignés par le peuple pour diriger ses communes et ses wilayas. Nous avons été contactés par l'autorité nationale indépendante des élections dès l'annonce de la date de la tenue de ces élections. J'ai été personnellement accrédité pour couvrir cet événement et tenter de relayer en tant que journaliste travaillant pour le compte d'un média étranger l'image réelle d'une Algérie qui travaille à bâtir des institutions solides, à même de porter à bout de bras le changement escompté par le peuple. La présence de journalistes étrangers en Algérie dans le cadre de ce scrutin vient en effet en appui aux efforts consentis par le gouvernement et par l'autorité nationale indépendante des élections en faveur d'une ouverture médiatique à l'international. En jeu, la réaffirmation du caractère transparent des élections. Nous avons été présents au niveau de plusieurs centres de vote pour rapporter les informations et les chiffres déclarés par l'autorité nationale indépendante des élections, de manière professionnelle, objective et transparente. Conscient des nouveaux enjeux géopolitiques et du rôle de pays stabilisateur d'une région minée par les dangers tous azimuts, les journalistes étrangers ont tenté d'orienter leur regard éditorial sur l'achèvement du processus de reconstruction de ces institutions, entamé en 2019 à partir des urnes. L'Algérie se place déjà comme pays pivot en Afrique, comme locomotive aussi du développement en Afrique. Il fallait donc resserrer les rangs sur le plan interne, compléter ce processus de parachèvement des institutions démocratiques notamment. La construction de l'État passe par cette étape. Désormais partie prenante du paysage politique dans le monde, la communication offshore via la presse étrangère devient un atout de taille pour l'Algérie qui veut en faire bon usage pour servir au mieux ses intérêts nationaux et internationaux. Après son passage houleux au Burkina Faso, le convoi militaire français Barkhane qui se dirige au Mali crée des tensions au Niger cette fois-ci. Au moins 2 personnes ont été tuées samedi lors d'une manifestation à Terra dans l'ouest du Niger contre le passage de ce convoi. Selon les autorités nigériennes, dans sa tentative de se dégager, le convoi usant de la force a fait 2 morts et 18 blessés, dont 11 graves, a ajouté la même source sans préciser qui de la
force française et de la gendarmerie nationale a fait usage de la force. Au Soudan, le Premier ministre Abdallah Hamdok a annoncé samedi avoir remplacé les chefs de la police après la mort de 42 personnes suite aux manifestations contre le coup d'État du 25 octobre. Abdallah Hamdok a accusé de trahison par une partie des manifestants, certains partis politiques et syndicats, en raison de son accord avec le général Al-Burhan, semble vouloir donner des gages avec ses limogeages, notamment à une communauté internationale qui réclame des actes concrets pour établir son soutien à Khartoum. Des manifestations ont eu lieu hier samedi au Burkina Faso. Des milliers de manifestants ont marché pour protester contre la faillite sécuritaire suite aux attentats qui ont ébranlé le pays. Des slogans hostiles au pouvoir en place ont été scandés. Des manifestations qui ont vite dégénéré. Au moins 20 personnes ont été blessées, dont 4 gravement. Parmi les victimes, 2 journalistes burkinabés et un enfant de moins de 10 ans touché par des tirs de gaz lacrymogène. En Iran, un tremblement de terre d'une magnitude de 5 sur l'échelle de Richter. L'épicentre a été localisé à 50 km de Khorasan, ville située dans le nord-est de l'Iran. Pour le moment, nous n'avons pas plus d'informations sur d'éventuels dégâts. Toujours en Iran, une soixantaine de manifestants ont été interpellés suite aux manifestations à Ispahan, au centre de l'Iran, pour protester contre l'assèchement d'une rivière. Les protestants accusent les autorités locales d'avoir détourné l'eau de la rivière. Voilà plusieurs semaines que les habitants de cette ville descendaient dans la rue, mais pour la première fois, la manifestation a complètement dégénéré. Italie, Royaume-Uni, Belgique et la liste est encore longue. Le variant sud-africain Omicron se propage. Plusieurs cas ont été donc enregistrés en Europe. Plusieurs de ces pays ont d'ailleurs annoncé la mise en place de nouvelles restrictions. Certains ont déjà interdit les vols en provenance d'Afrique australe. D'autres, à l'instar du Royaume-Uni, appliquent des mesures à l'ensemble des personnes entrant sur leur territoire. Et le Royaume-Uni qui exige désormais un test PCR et un isolement pour toute personne entrant sur leur territoire. 10 États africains ont déjà été placés sur liste rouge. Plus de détails avec Naila Aït Hamouda. Désormais, test PCR obligatoire de 2 jours après votre arrivée au Royaume-Uni. En attendant les résultats, il faudra vous isoler à l'adresse de votre choix. Cette mesure concerne tous les voyageurs en provenance de l'étranger, quel que soit leur statut vaccinal et quel que soit leur pays d'origine. Nous n'allons pas empêcher les personnes de voyager, mais les gens qui viennent au Royaume-Uni doivent faire un test PCR au 2e jour et doivent s'isoler en attendant un résultat négatif. Tous les passagers de toutes les provenances dont la France sont concernés. Ils pourront sortir de leur isolement si le test est négatif. Cette nouvelle mesure remplace ainsi le test antigénique qui était demandé 2 jours après l'arrivée des voyageurs sur le territoire. En revanche, aucun isolement n'était jusqu'à présent requis en attendant les résultats. Boris Johnson, le Premier ministre britannique, a expliqué samedi, lors de sa conférence de presse, que le port du masque redevient obligatoire dans les lieux publics. Selon lui, cette série de mesures vise à freiner l'épidémie de Covid-19 et empêcher la propagation du variant Omicron. Ces restrictions sanitaires ont été établies après que 2 cas du variant Omicron ont été confirmés samedi en Grande-Bretagne chez 2 personnes ayant voyagé en Afrique australe. Si pour le moment il est encore trop tôt pour se prononcer sur l'efficacité du vaccin contre le variant, les autorités sanitaires ont toutefois l'intention d'intensifier leur campagne de rappel en réduisant la période nécessaire entre la 2e et la 3e dose, ainsi qu'élargir les groupes éligibles autant que possible. Et en Australie, les autorités ont annoncé dimanche la détection du variant Omicron chez 2 passagers vaccinés venus d'Afrique australe et arrivés à la veille à Sydney via Doha, le jour même où l'Australie fermait ses frontières à 9 pays d'Afrique australe. 12 autres passagers du même vol sont, eux, placés en quarantaine.
Et direction la France, où la visite d'Éric Zemmour, potentiel candidat aux présidentielles françaises à Marseille, a tourné au vinaigre. Une visite chahutée sans rencontre qui se termine par des gestes déplacés du polémiste de l'extrême droite. Cet épisode s'ajoute aux difficultés rencontrées par Éric Zemmour au terme de sa tournée aux allures de campagne, en plus des sondages qui repartent à la baisse. Plusieurs salles ont refusé d'ailleurs l'accès à Éric Zemmour pour animer ses conférences. Un site a justement vu le jour, créé par un groupe de jeunes français, un site destiné à mettre à nu les contre-vérités avancées et médiatisées par le polémiste Éric Zemmour. Emen Marat. Après une brève apogée d'Éric Zemmour, le candidat au présidentiel de 2022 subit ces dernières semaines une légère baisse dans les sondages, loin derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Même si sa candidature est putative, Zemmour s'apprête à traverser des zones de turbulence dans sa campagne électorale. En effet, afin de contrecarrer sa campagne, un groupe de jeunes étudiants ont lancé en début du mois de novembre une plateforme Tous contre Zemmour, qui met à nu les contre-vérités avancées et médiatisées par le polémiste. Il s'agit en effet d'une plateforme de campagne anti-Zemmour. On peut lire sur la plateforme « Il est temps de nous réveiller collectivement pour que la campagne électorale ne soit pas noircie par le mensonge et l'hypocrisie ». Les étudiants reprochent explicitement à Zemmour d'être à la tête d'une dévastation médiatique. Ces étudiants rappellent qu'ils ne sont pas opposés à la candidature d'Éric Zemmour, mais plutôt opposés à ses théories et propositions électorales. Ils affirment défendre la liberté d'expression, l'élocution argumentée, pour garantir des débats d'idées éclairés. Les pires citations de Zemmour, l'amalgame Zemmour entre immigrés et étrangers, ou encore Afrique, les contradictions de Zemmour, ce sont là des titres publiés sur la dite plateforme. Rappelant qu'Éric Zemmour avait programmé un point de presse dans l'enceinte de la basilique Notre-Dame de la Garde dans la ville phocéenne. Et vu la sacralité des lieux, la conférence de presse a été interdite. Le diocèse de la basilique s'est opposé à sa tenue. Les propos haineux de Zemmour, pour lesquels il a été condamné 2 fois déjà, font qu'il est détesté par beaucoup en France et même à l'étranger. Et en Russie, le ministère russe des situations d'urgence a annoncé samedi que 5 nouveaux corps avaient été retrouvés lors des opérations de sauvetage après l'accident survenu dans la mine de charbon en Sibérie. Jeudi, les autorités russes avaient annoncé que le nombre de morts dans l'accident était passé à 52. Les données préliminaires de l'enquête ont démontré qu'un incendie s'est déclaré à l'intérieur de la mine à une profondeur de 250 mètres sous la surface de la Terre. Économie, les investisseurs locaux et étrangers attendent toujours la promulgation de la nouvelle loi sur l'investissement en Algérie, dont la mouture finale du nouveau projet de loi a été finalisée et soumise au service du secrétariat général du gouvernement. Plus de précisions avec Mohamed Ouali Ben Chaban. Le contenu du nouveau projet de loi sur l'investissement vise à redynamiser le développement économique vers d'autres horizons en Algérie. Une révision profonde de l'arsenal juridique s'est imposée pour offrir un climat d'investissement approprié aux investisseurs locaux et étrangers notamment. La loi sur l'investissement, donc il n'y a pas que le 41-51, le 49-51. Pourquoi ? Parce qu'il y a le climat des affaires. Il y a le contrôle d'échange, il y a la loi sur la monnaie et le crédit. Donc, il y a tout un arsenal juridique à revoir. Au niveau d'investissement, les chiffres atteints par l'Algérie demeurent très faibles par rapport aux opportunités économiques que le pays offre aux investisseurs. Que le plus grand problème qui pose pour l'investissement des étrangers en Algérie, c'est le contrôle d'échange. Donc, le contrôle d'échange et le transfert des bénéfices. Tout ça parce qu'actuellement, il y a un grand problème. D'ailleurs, le chef du gouvernement, il a promis aux ambassadeurs de régler le problème du contrôle d'échange. Parce que je vous informe que le contrôle d'échange a été instauré par la Banque centrale depuis 1963 et c'était le colonisateur qui a posé le contrôle d'échange. En France, en 2006, ils ont enlevé les barrières du contrôle d'échange. En Algérie, on a continué. Donc aujourd'hui, on est obligé de lever les barrières sur le contrôle d'échange. L'assouplissement du climat des affaires est une autre priorité de l'État.
On commence par l'investissement local parce qu'on a des moyens, on a une thésaurisation de 90 milliards de dollars. 90 milliards de dollars, si on va ouvrir l'investissement aux nationaux, déjà 90 milliards de dollars, c'est beaucoup pour le marché algérien. La réforme s'inscrit dans le cadre d'une approche globale de l'économie et du développement portée par le président de la République. Et les violences à l'égard des femmes sont multiples et la campagne de 16 jours contre toute forme de violence basée sur le genre en est un rappel constant. Initiée par l'ONU, elle se déroule chaque année du 25 novembre au 10 décembre. L'occasion de prendre conscience des dysfonctionnements de nos sociétés qui rendent les femmes des actrices vulnérables exposées à tous les risques. C'est un sujet signé Tinhinan Makassi. Déscolarisés, appauvris, déplacés et réfugiés, ou encore expropriés de leurs terres et de l'euro. Les femmes sont en première ligne face aux crises économiques, politiques, climatiques que traverse le monde. C'est évident que la femme soit la première victime à l'apparition de chaque crise en fait. Parce que bien avant la crise, elles étaient déjà dans une situation précaire. Elles subissent des inégalités à tout niveau, que ce soit sur le plan économique, social et politique. Du coup, avec l'apparition... Les femmes des régions sous domination occidentale sont exposées aujourd'hui à une double peine, la précarité et l'expropriation de leur principale source de revenus. Je prends le cas des femmes transfrontalières, des femmes commerçantes transfrontalières. Dans la crise Covid, ce sont elles qui ont vu leur vente chuter, ce sont elles qui ont vu leurs marchandises pourrir au moment où leur homologue masculin arrivait à utiliser l'Internet pour se créer un marché. Sur les réseaux sociaux, elles n'ont pas cette capacité parce qu'il existe bien évidemment un écart de 25% entre les hommes et les femmes dans l'utilisation de l'Internet. Exposées au changement climatique et leurs dangers, les femmes réfugiées et déplacées subissent une double oppression. Une femme réfugiée est victime de violences parce qu'elle a deux profils. Elle a le profil d'abord de la femme qui est déjà vulnérable, qui subit dans la plupart des cas des violences physiques, des violences économiques, des violences psychologiques. Maintenant, en plus d'être une femme réfugiée, c'est-à-dire qu'elle a quitté son pays à cause d'une crise, elle se retrouve dans un autre pays, sa situation devient un peu plus difficile parce qu'elle est sur une terre qu'elle ne maîtrise pas vraiment. Face à ce marasme, la situation des femmes et des filles est de plus en plus préoccupante. Et sport football, demain aura lieu la cérémonie du Ballon d'Or 2021 qui récompensera le meilleur joueur de l'année. Focus sur ce trophée et plus précisément sur les joueurs africains qui jusque-là n'ont réussi à obtenir qu'une seule fois ce titre grâce au joueur libérien de l'AC Milan, Georges Weah. C'était en 1995. Faisal Salah. Le Ballon d'Or, créé en 1956 par l'hebdomadaire France Football, il était jusqu'à l'édition 1994 réservé aux joueurs européens. En 1995, les règles de la plus prestigieuse des distinctions individuelles en football ont changé. Un seul Africain a eu l'honneur de remporter le Ballon d'Or. Il s'agit de l'unique Georges Weah ou Mister le Président au Liberia. L'attaquant de l'AC Milan et du Liberia, Georges Weah, a rafalé presque tous les titres individuels. Ballon d'Or africain, joueur africain de l'année par la CAF, meilleur joueur. Le Ballon d'Or ferme les yeux et tourne le dos aux Africains. Malgré l'existence de l'Ivoirien Didier Drogba, le meilleur joueur de l'histoire de son club Chelsea, vainqueur de la Ligue des Champions en 2012 avec les Blues, son meilleur classement 4e en 2007. It's a goal of destiny from the man. Le Camerounais Samuel Eto'o, juste 5e en 2009, Eto'o avait pourtant remporté avec le Barcelone et l'Inter de Milan tous les titres possibles. Parce qu'il faut travailler comme un noir, il faut faire 3 ou 4 fois ce que les autres font pour être reconnu. J'ai pas toujours été reconnu. J'aurais peut-être pu être Ballon d'Or européen 1 ou 2 fois. Une génération africaine, soit une nouvelle ère, Salah, Mahrez et Mané auraient pu eux aussi prétendre à un meilleur classement, vu les prestations des joueurs avec leur club et leur nation. Mahrez, champion d'Afrique avec l'Algérie, son meilleur classement était 7e au Ballon d'Or.
Le secret de la réussite de Liverpool ces dernières années se résume dans le duo Mané et Salah. Le Sénégalais, son meilleur classement était 4e à 2 reprises 2019-2020. L'ex-Marseillais Habib Beye a accusé le jury du racisme. L'Égyptien Mohamed Salah, par contre, son meilleur classement était 5e. Les Africains demandent le VAR. Culture à présent, cinéma. Notre journaliste Amera Beja vous propose de découvrir le box-office de ce mois de novembre, les meilleurs films qui ont réalisé le plus d'entrées dans les salles de cinéma, mais aussi les nouvelles sorties. On commence notre box-office par le film Clifford de Wild Baker, qui détient la 3e place. Le film nous raconte l'histoire d'Emily, une jeune fille new-yorkaise, et d'un petit chiot rouge nommé Clifford. Le chien est un cadeau de la part d'un magicien. La jeune collégienne n'est pas à sa surprise quand elle se réveille le lendemain face au même chien devenu géant. À la 2e place du box-office, le 4e film de la franchise SOS Fantôme, L'Héritage, réalisé par Jason Reitman. Le film nous installe dans une ambiance bien particulière. La terre tremble tous les jours. Dans une petite ville, une mère célibataire et ses 2 enfants s'installent et découvrent l'héritage légué par leur grand-père. Le nouveau film de Marvel's Cinematic Universe qui prend la première place, Les Éternels, de la réalisatrice oscarisée Chloé Zhao. Le film nous illustre une race d'êtres immortels qui ont vécu sur Terre lorsque des créations monstrueuses réapparaissent mystérieusement. Les Éternels sont à nouveau obligés de se réunir pour défendre l'humanité. Fin de ce 13h, merci de nous avoir suivis. Tout de suite, le point météo présenté par Amel Amziane Zitouni. Vous retrouverez Fatma Mahani pour l'édition de 19h. Excellent début de semaine à tous, à demain.